Bonjour, bienvenue dans la capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mercredi 10 juin, bilan du congrès de l'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology. Une semaine après la fin de l'événement, on se penche sur une étude qui a beaucoup marqué le secteur. Toute la salle était debout et la présentation a été largement applaudie. Mais avant ça, le brief du jour. La situation continue de se dégrader pour les établissements de santé privés d'intérêt collectif. La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaire note 100 millions d'euros de déficit en 2025 pour les ESPIC de médecine chirurgie obstétrique. La FEAP pointe du doigt le modèle économique. Il n'est pas fait pour tourner uniquement avec beaucoup plus d'ambulatoires qu'avant. Un adhérent de la FEAP sur 2 est en déficit. Un nouveau président pour le LEM, les entreprises du médicament. Jean-François Brochard, dirigeant de Roche Pharma France, seul candidat à ce poste. Il est élu pour un mandat de 3 ans à la tête du syndicat professionnel et prend la suite du président des activités de Merck KGaA, Thierry Hulot. Jean-François Brochard a fait toute sa carrière dans l'industrie pharmaceutique et il est administrateur du LEM depuis 2015 où il a présidé la commission financement et régulation. Il arrive dans un contexte de scission majeure du syndicat. Plusieurs laboratoires ont claqué la porte en début d'année. Un pas de plus vers une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neurovasculaires. La proposition de loi du député LR Yannick Neuder a été adoptée hier en première lecture au Sénat, après son passage à l'Assemblée nationale en avril. Le texte propose notamment un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neurovasculaires aux 6 ans d'un enfant, ou encore de renforcer la sensibilisation aux risques en milieu professionnel. Le Sénat précise que cette stratégie tente de réduire les inégalités sociales et territoriales sur la prévention, le diagnostic, la prise en charge et la recherche. Le diagnostic de l'autisme est trop tardif par rapport aux recommandations de bonnes pratiques. C'est la conclusion d'une étude publiée hier dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Pour les enfants, le diagnostic intervient 3 ans et demi après les premiers signes et c'est même 9 ans et demi après pour les adolescents. Les chercheurs appellent à renforcer la formation et la sensibilisation des médecins et enseignants. Et puis, on vient d'apprendre que la société de téléconsultation Tessan est placée en redressement judiciaire depuis le 28 avril dernier, à l'initiative de l'entreprise pour accélérer sa restructuration financière et préparer les prochaines étapes de son développement. L'objectif est de terminer le redressement d'ici mi-octobre. Pour le débrief du jour, je suis avec Pierre Lalanne, journaliste au service Sciences. Bonjour. Bonjour Chloé. Vous êtes rentré de Chicago il y a tout juste une semaine. Vous étiez sur place pour assister à l'ASCO, le congrès de l'American Society of Clinical Oncology. Et une grande étude a marqué cet événement, celle sur les résultats positifs du daraxonrasib dans le cancer du pancréas métastatique. Ce traitement de deuxième ligne du laboratoire Revolution Medicines permet de doubler la survie des patients, une grande avancée dans ce cancer en impasse thérapeutique. Pierre, comment ont été accueillis ces résultats ? Ces résultats, ils ont été très positivement accueillis. Ça a eu lieu lors de la seule session plénière du congrès le dimanche après-midi. C'est une session où il y a des études sélectionnées comme marquantes qui sont présentées. On en a eu 2 dans le cancer du poumon, une dans le cancer de la prostate et une dans un sous-type de sarcome. Et celle sur le cancer du pancréas a été présentée à la toute fin. Et alors que les oncologues avaient été relativement calmes avant cette présentation, là on a eu un vrai engouement parce que dès que la slide présentant les bénéfices de survie globale a été affichée, ils ont commencé à applaudir, à se lever. On a eu une vraie standing ovation qui montre vraiment un accueil très très positif. Et pourquoi cet accueil aussi positif ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, globalement, le cancer du pancréas, il est réputé pour être très létal. On a une survie à 5 ans très faible, inférieure à 15%. Et au stade métastatique, les patients, ils survivent rarement plus de quelques mois. C'est aussi un cancer qui est de plus en plus présent. En France, on a environ 16 000 nouveaux cas par an. Et cette incidence, elle a presque triplé en 30 ans, notamment chez les femmes. Bien sûr, accueil positif grâce aux bénéfices de survie. On a rarement des traitements qui apportent un bénéfice de telle amplitude. On a en plus
des bénéfices sur la qualité de vie et sur les douleurs ressenties par les patients. Et aussi parce que c'est un peu une petite prouesse scientifique. La molécule, elle arrive à faire quelque chose que ça fait 40 ans qu'on n'arrivait pas à faire. Et justement, comment fonctionne ce traitement ? Alors le daraxonrasib, c'est une thérapie ciblée qui inhibe une protéine qu'on appelle RAS. C'est une protéine qui est connue depuis très longtemps, qui est présente dans les cellules et qui participe à la prolifération cellulaire. On sait aussi que depuis très longtemps qu'elle est mutée chez près de 90% des malades qui ont un cancer du pancréas. Le problème, c'est que la mutation principale qu'on retrouve, on n'arrivait pas à avoir une molécule qui arrive à la cibler et à inhiber son activité. C'est ce qui arrive à faire le daraxonrasib. Et en plus, son activité est indépendante de la présence ou non d'une mutation sur la protéine, ce qui fait que le bénéfice, il est pour tous les patients. Mais est-ce qu'il y a quand même peut-être des limites à ce traitement ? Alors, la plus grosse limite, c'est que cette étude elle a été réalisée en 2e ligne chez des patients dont le cancer a progressé après une première ligne de chimiothérapie. Et le gros problème, c'est qu'il y a près de la moitié des patients qui décèdent et qui ne parviennent pas à arriver jusqu'à une 2e ligne. Donc, il y a vraiment des attentes de pouvoir donner le traitement plus précocement. Il y a un essai en cours, justement, sur le daraxonrasib en première ligne. Mais est-ce qu'on pourrait avoir ce traitement disponible rapidement pour les patients ? Alors pour la 2e ligne, les médecins l'attendent vraiment, mais on n'a pas encore de date. Il n'y a pas d'homologation, d'autorisation de mise sur le marché, ni aux États-Unis, ni en Europe. Donc il faut déjà attendre cette première étape. Est-ce qu'il y a d'autres études présentées à l'ASCO qui ressortent ? Alors pour tout vous dire, pas tellement. Ça a été un congrès de l'ASCO avec assez peu d'études qu'on qualifie de practice changing, qui ont vraiment un impact qui va changer les pratiques. Et on a eu même certaines spécialités avec pas grand-chose. Je pense notamment au cancer du sein, cancer gynécologique ou au cancer urothéliaux. Mais c'est aussi des spécialités où dans les précédents congrès de l'ASCO et de l'ESMO, le congrès européen, on avait eu plus de résultats qui venaient changer les pratiques. Merci beaucoup Pierre. Toutes ces informations sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.